bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Guyane à la découverte du diocèse de Cayenne. Alors la Guyane, c'est une terre dotée d'un patrimoine boisé remarquable, une terre aussi qui abrite de nombreuses communautés, parfois divisées, et où la crise sanitaire a accru des tensions sociales, on en parlera certainement dans cette émission. C'est aussi une terre où la religion catholique a un statut particulier, voilà, peut-être on en parlera aussi. C'est en tout cas un diocèse, le diocèse catholique de Cayenne, qui est actuellement un diocèse ébranlé par l'ouverture à la fois d'une enquête de la justice et d'une enquête canonique en avril 2021 à la suite d'accusations portées contre Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne, jusqu'en octobre 2020. Voilà, on l'évoquera aussi certainement dans cette émission puisque c'est peut-être aussi le paysage actuel de ce diocèse. Alors la Guyane, c'est une population de 260 000 habitants. L'Église possède 26 paroisses et 5 doyennés. Alors une autre présence d'église, ce sont ces établissements scolaires de l'enseignement catholique, voilà, 14. L'Église catholique du côté des forces vives en Guyane peut s'appuyer sur l'engagement de 47 prêtres en activité, d'une grosse vingtaine de diacres permanents et d'une demi-douzaine de communautés religieuses. Et pour nous parler de ce diocèse de Cayenne, nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Michel Dubost. Monseigneur, bonjour. Bonjour, je suis moi très heureux de parler de ce très beau diocèse. Merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation. Alors, vous êtes depuis le mois d'avril 2021 administrateur apostolique du diocèse de Cayenne à la suite de la démission de Monseigneur Lafont, c'était en octobre 2020, et dans l'attente d'un prochain et nouvel évêque pour le diocèse de Cayenne. Quelques jalons sur votre parcours. Très résumé, forcément, on va le résumer. Alors, vous êtes né en 1942, vous avez été ordonné prêtre en 1967, et alors vous avez une grande expérience épiscopale, notamment vous avez été évêque aux armées jusqu'en 2000, et évêque aussi d'Évry-Corbeil-Essonnes jusqu'en 2017. Et puis vous avez aussi une expérience d'émission, je dirais, difficile, puisqu'à la suite de ces deux expériences épiscopales, vous avez été administrateur apostolique du diocèse de Lyon, voilà, 2019-2020, et désormais une nouvelle mission, administrateur apostolique de Cayenne, et mission délicate certainement, puisque je le disais, Monseigneur, le diocèse dans lequel vous êtes arrivé en avril est un diocèse ébranlé notamment par ces deux enquêtes qui ont été ouvertes, une enquête de la justice et une enquête canonique ouverte par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, dont dépend le diocèse. Alors, enquête concernant des rumeurs et des accusations sur Monseigneur Lafont pour vérifier si ces accusations sont vraies ou pas, d'attitudes inappropriées envers des adultes. Alors vous, Monseigneur Dubost, vous n'êtes pas chargé de cette enquête. Vous êtes chargé d'être administrateur apostolique. L'enquête canonique, on peut le dire, elle est dirigée par Monseigneur David Macaire, archevêque de Fort-de-France, et à ce titre, archevêque de la province ecclésiastique dont dépend Cayenne. Votre rôle, donc administrateur apostolique, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En quoi cela consiste-t-il précisément? En gros, j'ai la responsabilité de l'évêque, avec quand même une difficulté, c'est que je ne sais pas quand ça se terminera. Je suis ad nutum, au petit doigt, et donc je dois faire que les choses avancent, que l'évangélisation continue, que les prêtres soient mutés s'il faut les muter, qu'ils soient entourés, qu'ils soient aidés, qu'il faut prendre quelques décisions dans le domaine des locaux, tout ça, c'est la responsabilité pastorale et économique du diocèse. La seule différence avec un évêque ordinaire, c'est que je ne sais pas si ça va durer, ça sera terminé demain ou dans un an. C'est dans l'attente d'un nouvel évêque. Dans l'attente d'un nouvel évêque. Dans mon curriculum, c'est pas que j'y tienne beaucoup, mais quand même, j'y tiens, je suis eudiste. Donc, voilà. Précisons-le. Il y aurait encore aussi, non, vous avez raison, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Dans cette expérience d'administrateur apostolique depuis quelques mois, pas tout à fait un an, qu'est-ce qui vous frappe j'allais dire en lien d'abord, et on va évoquer évidemment tout le reste, en lien d'abord avec cette enquête canonique. Est-ce que vous sentez un diocèse qui est divisé sur cette question-là? D'un côté, des gens qui soutiennent ces accusations et d'autres personnes qui sont plus sceptiques. Peut-être certains évoquent des manigances, peut-être politiques, contre certaines orientations de Monseigneur Lafont. Est-ce que vous sentez un diocèse divisé? Alors, le diocèse est... Je n'aime pas le mot divisé parce que divisé, ça a l'air d'être... Mais il est certainement
composite. Et il y a les créoles qui sont très importants, qui avaient la responsabilité du territoire en gros. Mais aujourd'hui, à côté, il y a des Bushinengue qui sont des gens originaires du Suriname, ce sont des Noirs marrons, donc des gens qui se sont auto-libérés de l'esclavage et qui sont là, et qui sont presque aussi nombreux que les créoles. Et puis maintenant, plus nombreux encore, les Haïtiens, qui sont alors réfugiés et qui sont très souvent, eux, des gens qui ne sont pas encore complètement intégrés. Il y en a qui le sont, mais pas tous. Tout ça avec une population Hmong qui nourrit la Guyane, puisque c'est eux les agriculteurs, et il n'y a qu'eux comme agriculteurs. Tout ça avec, évidemment, des Amérindiens qui sont les seuls locaux de l'étape. Et puis, vous avez en plus les métropolitains, comme on dit, les métros, sans parler des Libanais qui sont responsables du grand commerce et puis des Chinois des petits commerces. Alors, quand on parle de la Guyane et de l'attitude à l'égard de Monseigneur Lafond, ça dépend beaucoup des groupes dans lesquels ils sont. Monseigneur Lafond a beaucoup défendu les Amérindiens, il a beaucoup défendu les Haïtiens, et ceux-là, généralement, ont une grande amitié, et même plus pour Monseigneur Lafond. Les autres ont trouvé qu'ils étaient trop orientés vers les premiers, et donc il y a une certaine réticence. Mais cela dit, pour le moment, on est un peu dans l'œil du cyclone. Tout le monde sait cette affaire-là, et tout le monde attend. Et j'allais dire qu'il n'y a pas beaucoup d'expression sur cette question-là. On sait que ça va aboutir, on sait qu'il y aura une déclaration de la justice pour classer sans suite ou pour donner une suite. Pour le moment, chacun est un peu sur son camp. La seule chose, c'est que pour bien comprendre la situation, il faut aussi voir que nous sommes toujours en couvre-feu à cause de la situation sanitaire et que nous sommes même en confinement du samedi soir au lundi matin, ce qui fait que les réunions dans lesquelles les choses pourraient s'exprimer n'existent pas. Donc, quand on est à la messe, généralement, on ne parle pas de ça. Et à la sortie de la messe, on ne parle pas de ça non plus, ou très rarement. Alors, je disais, vous n'êtes pas chargé de l'enquête, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette enquête canonique? L'enquête canonique, c'est Monseigneur Macaire qui est chargé. J'ai l'impression qu'il la poursuit. Elle est sur la fin de cette enquête. Je pense que Monseigneur Macaire a l'intention de venir en Guyane d'ici la fin de l'année calendaire. Et puis, c'est tout ce que je peux en dire, parce que ce n'est pas moi qui en suis chargé, et j'attends comme vous les résultats. Sur l'enquête juridique, je vois que beaucoup de gens ont été interrogés. Et vous savez, quand je suis arrivé à Cayenne, pratiquement le lendemain, le diocèse a été perquisitionné et les ordinateurs pris. Quand vous êtes arrivé, vous parliez de ce contexte de crise sanitaire qui est toujours très très important. Vous êtes arrivé en pleine crise sanitaire, un contexte particulier pour faire votre mission? C'est vrai, mais racontez-nous un peu. Oui. C'est tout à fait vrai. Et puis c'est d'autant plus vrai que il y a une force anti-vaccination très importante, probablement plus importante que la force pro-vaccination, et que elle s'exprime de manière presque politique. Et dans ces forces anti-vaccination, il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre de catholiques qui sont tout à fait présents et même très actifs. Et de prêtres. Et de prêtres. Comment, du coup, dans ce contexte-là, vous allez à la rencontre de ce peuple auquel vous êtes envoyé et vous effectuez votre mission? J'ai essayé d'opérer en 2 temps. Le premier temps, c'est de connaître les prêtres. Alors ça, c'était très important. Maintenant, j'ai vu tous les prêtres, je les connais pas très bien. En 6 mois, on ne connaît pas très bien les gens, mais enfin quand même. Et puis, maintenant, je fais une visite systématique de toutes les paroisses, avec à peu près toujours le même plan. Ce n'est pas une visite pastorale au sens organisé du terme, mais je participe toujours à la messe du dimanche. Je rappelle qu'on ne peut pas se réunir, mais quand même, je vois la veille
les gens qui ont des responsabilités dans la communauté. Et puis, j'essaie de rencontrer éventuellement les élus et j'essaie de rencontrer, bien sûr, plus longuement ceux qui ont des choses à me dire. Et je suis à leur disposition. Et ça, j'ai fait, j'allais dire, du nord au sud, j'ai déjà fait maintenant beaucoup des paroisses. Vous parlez d'une résistance finalement à cette politique de vaccination plus forte qu'ailleurs. À quoi cela est dû finalement? C'est dû à beaucoup de choses. D'abord, il faut toujours se rappeler en Guyane que beaucoup de gens pensent, et ils sont, des enfants d'esclaves, et ils aiment être considérés comme des hommes libres. Ils ont eu l'impression qu'on ne les considérait pas toujours comme des hommes libres, on les obligeait à des choses. Et puis, beaucoup de gens font remarquer que les vaccins sont fabriqués par des grandes entreprises capitalistes qui ne tiennent pas compte et qui ne veulent pas tenir compte des pharmacopées locales. Et donc, ça... Puis, troisièmement, il est évident que l'équipement sanitaire de la Guadeloupe ne correspond pas exactement, et même pas du tout, enfin pas du tout, c'est beaucoup de dire, mais pas exactement à l'équipement sanitaire d'un département français comme ça devrait être. Il y a eu des mouvements aussi dans le milieu hospitalier. Alors forcément, tout ceci engendre, se manifeste par des manifestations. Mais les explications, c'est quand même des explications, puis c'est une manière de dire au gouvernement, nous voulons de l'autonomie. Alors, l'Église et en particulier le clergé, est-ce qu'on peut parler, la Guyane, c'est donc une terre qui a été évangélisée par des capucins, c'est ça, au XVIIe siècle? Oui. Ensuite, il y a eu des jésuites. Oui. Les jésuites seront expulsés, il y a eu des spiritains. Oui, beaucoup sont toujours là. Qui sont toujours là. Quelle est aujourd'hui finalement la réalité du clergé de la Guyane? Alors, est-ce que vous pouvez nous d'abord, décrire? Il faut bien se dire que nous parlons de... C'est toujours la même Guyane, c'est toujours 80 000 km² de forêt, hein, sur un territoire qui fait 84 000 km². Hein, c'est la Grande Aquitaine. Et là-dedans, il y avait très peu de gens. Très, très peu de gens. Quand on parle de l'évangélisation par ceci ou par cela, c'était des gens qui étaient très, très, très peu nombreux. Et puis maintenant, très vite, la population de Guyane augmente, et donc c'est des populations qui viennent d'ailleurs qui sont évangélisées, qui sont à évangéliser. Alors, en gros, à l'heure actuelle, les prêtres, il y a très peu de prêtres autochtones, hein, et les deux qui sont en véritable service ont plus de 70 ans l'un et l'autre, même si l'un à qui il manque une partie de poumon joue un rôle essentiel, c'est quand même pas beaucoup. Il y a un prêtre que j'ai ordonné l'année dernière qui est à Rome, et puis il y a 2 séminaristes que je vais aller voir juste après notre rencontre. Mais les prêtres sans ça sont des étrangers. Et une majorité relative d'entre eux sont haïtiens, et beaucoup sont aussi africains. Et il y a 1 ou 2 prêtres du brésilien ou de Colombie. Et ceci fait que ce clergé, il est plutôt unifié par les congrégations auxquelles appartiennent un certain nombre de ces prêtres, les spiritains, les OMI, voire les verbites, et puis que par autre chose, d'autant plus que on n'a pas idée, mais Maripasoula, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est la plus grande commune d'Europe. C'est grand comme un département. La seule chose, c'est qu'il y a très peu de gens dedans, et que les gens qui habitent à Papaïcheton, ils habitent à 2h30 de piste. Et donc, on ne rassemble pas le clergé comme ça. C'est compliqué. Donc, c'est un peu... si vous voulez, l'unité du clergé, elle est psychologiquement et spirituellement assurée, mais véritablement, non. Ce sont plutôt les congrégations qui font un peu d'unité. Alors, vous parliez du patrimoine boisé, notamment de la Guyane. Comment a été reçu le synode sur l'Amazonie? Est-ce qu'il est... Alors, ce synode a eu un succès très important auprès d'un certain nombre de gens. Et
Monseigneur Lafond a estimé nécessaire de lui donner une réplique locale, et il a fait une sorte de synode. Et ce synode n'a pas été très bien reçu. Non pas qu'on ne l'a pas critiqué, mais on n'en a pas intégré. Ce qui fait que quand je suis arrivé, on n'en a pas parlé. On a parlé du premier synode, on n'a pas parlé de ça. Alors, il a été très important pour reconnaître la place des Amérindiens. Et à mon sens, les Français ne se rendent pas compte que nous avons des concitoyens amérindiens qui sont peu nombreux, c'est vrai, mais dont la dignité humaine n'est pas vraiment respectée. Ma comparaison est mauvaise et je m'en excuse d'avance, mais si vous voulez, c'est comme nous avons des concitoyens qui sont des gens du voyage et qui ont des modes de vie que nous n'acceptons pas. Alors on peut être gentil, ou être méchant, peu importe, mais on n'est pas... Les Amérindiens ont un mode de vie qui n'est pas accepté, même si on dit des choses. Et ça, c'est très important. Et puis, Monseigneur Lafond a beaucoup insisté sur les Haïtiens, et ceci a fait aussi que ce synode a été vu comme le synode de Monseigneur Lafond qui aimait les Haïtiens alors qu'il ne respectait pas, disait-il, parce que c'est complètement faux, les créoles. Voilà. Alors, je ne peux pas dire que ça a eu un grand succès, mais la difficulté, c'est que les Amérindiens et puis les gens de l'Amazonie, les gens qui habitent en forêt, sont des gens qui sont séparés les uns des autres, et les distances font qu'il n'y a pas beaucoup d'unité physique. Et donc, créer un élan, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, nous avons un diacre qui est un homme du fleuve, là, de Maripasoula, à Ikou, mais il a du mal à faire que ça avance. Et c'est d'autant plus compliqué que, d'une certaine manière, cette civilisation est en danger, parce que la scolarité obligatoire fait que les enfants quittent ces lieux très peu peuplés pour aller dans des collèges ou dans des lycées, et que là, ils sont formés à une autre culture que la leur. Et après, quand ils reviennent à la bâtie familiale avec un iPhone, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait encore régulé. Est-ce que sur l'exploitation de la forêt qui fait débat en Guyane, l'Église essaye d'avoir un rôle Alors, l'exploitation de la forêt ne fait pas beaucoup de débat. C'est-à-dire que c'est l'ONF qui est propriétaire de la forêt en très grande partie et qui régule les choses. Ce qui fait débat, c'est leur paillage, mais ça, c'est en grande partie clandestin. Et il faudrait beaucoup de forces armées pour empêcher l'arpaillage. Ce qui fait débat, c'est parce que sans ça, il n'y a pas de déforestation, il n'y a pas l'exploitation est au contraire très limitée. Et d'une certaine manière, ce qui fait débat, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise locale de cette forêt. Et beaucoup de gens disent, on a une forêt, mais Alors c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que beaucoup de créoles n'ont pas beaucoup de connaissance de leur forêt. Elle existe, elle est là, mais ils sont plutôt des gens de la savane et du littoral, et ils ne la connaissent pas. Donc ils ne s'y intéressent pas. Et c'est pas leur culture. Et donc c'est plutôt ça qui devrait faire débat et qui est compliqué. Il faudrait, on a sur 2 hectares de la forêt amazonienne, on a autant d'essences d'arbres qu'il y en a dans toute l'Europe. Il y a donc une diversité extraordinaire dont beaucoup de gens disent qu'elle existe, mais dont ils n'ont jamais approfondi les possibilités d'exploitation rationnelle, d'aider. On parlait de la pharmacopée locale. Je suis sûr qu'il y a une pharmacopée locale pour des gens qui connaissent la forêt, qui est extraordinaire et dont on devrait s'inspirer. Vous êtes allé à la rencontre donc, des différentes communautés. On a parlé des difficultés qui sont réelles. Quels sont les atouts finalement de l'Église que vous constatez? J'imagine que vous essayez aussi de mettre en valeur et de faire développer. D'abord, il faut reconnaître l'atout de la Guyane, c'est que la vie est forte.
on sent la vie. Et c'est extraordinaire. Je veux dire que la forêt, dès qu'elle est laissée à elle-même, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on a l'impression qu'il faudrait que l'Église soit de la même manière. Alors, de fait, à l'heure actuelle, la grande difficulté, c'est qu'une partie des chrétiens sont... je les vois peu parce qu'ici, il y a le Covid. Et puis, visiblement, les jeunes ne sont pas très présents dans les églises. Et donc, il faut que nous reprenions le chemin de la vie. Et ça, c'est très difficile. Avec des plans qui, par exemple, on a très peu de mariages, beaucoup de naissances. Et l'Église, elle est vue comme restrictive très fortement dans ces domaines de la morale familiale. Et donc, il faut qu'on essaye à la fois d'être fidèle au Christ, mais qu'on essaie de dire aux gens que, où qu'ils en soient, le Christ est leur chemin. Et ça, c'est compliqué parce que y a un certain nombre de gens qui sont très prêts à témoigner du Christ et à l'exigence de son appel. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à les entendre. Donc, il faut faire le lien entre les deux, en les respectant les uns et les autres. Quels sont les beaux visages, j'allais dire, d'églises que vous avez rencontrés qui vous ont, Beaucoup. Je vais vous parler de l'institutrice, ou de la maîtresse des écoles, je ne sais plus comment on dit, de Saül. Saül, c'est une capitale de 75 habitants. On n'y va qu'en avion, c'est simple. Et il y a 23 enfants. Et là, au cœur de la forêt amazonienne, il y a cette femme qui prend des enfants en pré-maternelle jusqu'en seconde. Et qui, l'année dernière, a fait passer le bachot, le baccalauréat, à une jeune fille du coin qui est maintenant partie. Et cette femme est en même temps celle qui, quand il n'y a pas de prêtre, anime la paroisse. C'est extraordinaire. C'est un pilier. Et elle est payée par l'Éducation nationale comme si elle était maîtresse des écoles en métropole avec 20 élèves, alors qu'elle fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça, c'est le genre de figure comme ça, il y en a beaucoup, et c'est tout à fait étonnant, enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez un prêtre qui habite Papaïchton, qui vit dans des conditions, j'allais dire presque héroïques, dont moi je suis extrêmement admiratif. Il vit dans pas une vraie solitude, parce que ça fait penser à ce qui se passait en métropole quand, dans le temps des villages, le curé, même s'il était assez seul, il était du village. Et là, il est du village, il fait partie de l'ensemble. Mais en même temps, et puis il a une voiture, mais il n'y a pas de quoi, personne ne sait la réparer, donc elle est en panne. Et elle est en panne depuis plusieurs mois, mais on ne sait pas faire venir quelqu'un, etc. Je pourrais vous raconter des tas d'histoires. Alors, Monseigneur, il nous reste moins de 2 minutes dans cette émission. Est-ce que vous pouvez quand même... Alors, vous nous avez dit que vous ne saviez pas quand votre mission se terminait, mais quand même, comment une mission d'un administrateur apostolique doit se clôturer? Vous devez rendre d'une certaine manière un rapport au futur évêque. Comment ça doit bien se terminer une mission comme la vôtre? J'essaie de faire un rapport aux nonces là, régulièrement, donc c'est ce que je donnerai. Je pense que c'est très important de faire en sorte que tout le monde soit en mouvement. C'est-à-dire que ce que je ne voudrais pas, c'est que j'attends mon successeur, le successeur de l'évêque, de Monseigneur Lafond, avec impatience, mais rien n'est pire que l'attentisme. Et il faut donc que tout le monde vive. Et moi, mon but, c'est d'essayer de faire vivre. Les gens n'ont pas tout à fait la même spiritualité que je pratiquais en Essonne ou même à Lyon. On avait beaucoup de neuvaines, etc. Tout ça, c'est formidable de vie. Alors, je suis là pour que la vie continue. Et que, plus qu'un rapport, ce que je voudrais, c'est que quand il arrive, eh bien, il y ait beaucoup de gens pour dire « vive la vie ». C'est déjà reparti, d'une certaine manière. Il faut que ça reparte.
Très bien, merci beaucoup, Monseigneur Dubos, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir abordé les sujets de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le diocèse de Cayenne, je vous propose d'aller sur le site internet du diocèse, c'est guyane.catholique.fr. Et si vous souhaitez revoir cette émission et bien d'autres, eh bien, vous pouvez aller sur notre site internet kto.tv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.